Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours sur la dérivabilité d'une fonction. Alors si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur le cours complet de terminale qui est sur learnian.net. Euh, alors si vous êtes élève, ça vous permet d'apprendre plein de choses. Si vous êtes prof, learnian.net est un site sur lequel vous pouvez agencer des cours et les mettre en ligne. Et donc ça vous permet d'enseigner vos passions et de partager donc ce que vous aimez avec tout le monde. Donc ça peut être des choses scolaires comme ce que je suis en train de faire là, mais ça peut être des tutos de maquillage, ça peut être de la musique, ça peut être plein de choses. Vous avez plein d'idées, sûrement plus que moi. Donc je vous invite à aller sur Learnian pour partager vos cours, vos passions, ou bien pour apprendre des choses qui sont passionnantes. Voilà. Alors bon, après cette petite introduction, je vais retourner sur le cours. Donc ici on va parler de la dérivabilité d'une fonction. C'est un chapitre très important en maths et en physique. En fait on l'utilise, c'est simple, on l'utilise partout en physique. Toutes les lois de la physique utilisent ça quasiment. Donc, bref, c'est important. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est quand même utile à comprendre. C'est des notions qui en plus mathématiquement sont assez subtiles et intéressantes. Il y a vraiment des choses fines. Et donc en plus c'est intéressant d'un point de vue modélisation de ce point de vue là. Voilà. Alors bon, je vais rentrer dans le sujet. Donc qu'est-ce que c'est qu'une quand on dit qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'une fonction f est dérivable en un point x0. Donc elle est définie sur un intervalle i. Ma fonction f. Alors ça veut dire qu'il existe un réel. Alors deux définitions possibles. C'est-à-dire qu'il existe un réel L tel que limite lorsque h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h est égal à L. Donc ça veut dire que ce terme-là tend vers L. Graphiquement, ça va être peut-être cette chose-là qui sera peut-être la plus intuitive, même si les deux finalement s'interprètent bien graphiquement. Cette définition elle est équivalente à une autre, c'est de dire qu'il existe un réel L et une fonction phi, telle que pour tout h tel que x0 plus h appartenant à i, f de x0 plus h est égal à f de x0 plus lh plus h phi de h, et limite lorsque h tend vers 0 de phi de h est égal à 0. Alors, juste pour montrer un peu le lien entre ces deux définitions. Imaginons, on parle de la deuxième. Je fais f de x0 plus h moins f de x0 et je divise par h. Dans ce cas, j'obtiens f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h est égal à L plus phi de h. C'est LH plus h phi de h divisé par h. Donc ça fait L plus phi de h. Et je sais que limite lorsque h tend vers 0 de phi de h est égal à 0. Donc j'ai bien limite lorsque h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h, qui est égal à limite lorsque h tend vers 0 de L plus h phi de h, L plus phi de h. Je sais que phi de h, sa limite lorsque h tend vers 0, c'est bien 0. Donc j'obtiens bien l'équation du dessus. Parce que ici le phi de h, il s'est transformé en 0 en passant à la limite. Le fait que le premier implique le deuxième, c'est assez logique aussi. C'est que quelque part, si phi de h ne tendait pas vers 0, alors soit on ne pourrait pas définir la limite L, soit quelque part phi de h influerait sur notre limite L en rajoutant un terme ou soustrayant un terme. Bon, je ne vais pas le faire plus rigoureusement dans ce sens-là. Alors, ce qui est super important là, c'est vraiment de comprendre l'interprétation graphique de la dérivée. Et donc de la dérivée en un point. Donc qu'est-ce que ça veut dire f de x0 plus h moins f de x0 sur h? Donc en fait c'est la hauteur du point B moins la hauteur du point A divisée par la distance entre les abscisses de A et B. Donc en fait c'est cette hauteur là divisée par cette largeur là. Mais ça c'est le coefficient. En fait c'est rien d'autre que le coefficient directeur de la droite qui passe par A et B. Donc en fait quand on a fait f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h, on a juste calculé le coefficient directeur de la droite qui passe par A et B. Ensuite on fait passer le tout à la limite en faisant tendre h vers 0. Donc en fait B va se rapprocher de plus en plus du point A. Et donc au fur et à mesure on va calculer des coefficients directeurs de droite qui vont être de plus en plus proches de la tangente à notre courbe en A. Donc en passant à la limite, on va carrément calculer le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe en A. Donc a priori pour les fonctions simples. Donc ici même on a donné une définition de la tangente.
Mais donc à la fin, on aura une tangente et on aura calculé son coefficient directeur. Et donc f' de x0, ça va être le coefficient directeur de cette tangente. Alors voilà, donc ce nombre, on va le noter f' de x0. Et plus tard, on va même définir une fonction f' qui va être la fonction dérivée de f. Alors, petite remarque, toutes les fonctions ne sont pas dérivables sur tout leur ensemble de définitions. Déjà, si... Enfin bon. Alors, un contre-exemple, par exemple, c'est racine de x. Racine de x, ça fait un truc un peu comme ça. Sauf qu'à la fin, là, c'est vraiment vertical ici, racine de x. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 0 avec racine de x? On a quelque chose comme ça, tac, et on sent que la droite, elle est vraiment de plus en plus verticale. Et en fait, en 0, bah, la droite tangente, en 0, elle est carrément verticale. Donc, j'ai pas de limite finie. La limite, elle est carrément infinie. Alors là, j'ai une limite qui existe, mais c'est plus l'infini. Alors, on va démontrer ça. Donc, on a f de x0 plus h moins f de x0 sur h, ça va faire racine de 0 plus h moins racine de 0 sur h, ce qui fait racine de h sur h, ce qui fait 1 sur racine de h. Or, quand h tend vers 0, racine de h tend vers 0, donc 1 sur racine de h, ça tend vers plus l'infini. Donc, cette limite n'est pas finie, et donc, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Alors, petite remarque, ici j'ai remplacé le h par x moins x0 et je fais tendre x vers x0. Donc souvent on utilise un peu les deux formulations. Des fois c'est avec h et des fois on fait x moins x0 plutôt et on fait tendre x tendre vers 0. Donc ici, la définition de f dérivable en x0, c'est équivalent à dire qu'on a f de x qui est égal à f de x0 plus f' x de x0 fois x moins x0 plus x moins x0 fois phi de x moins x0 avec limite lorsque h tend vers 0 de phi de h qui est égal à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe quand x est très proche de x0? Donc quand x est très proche de x0, en fait, ce terme-là, x... Disons que x moins x, ici on a du x moins x0 des deux côtés. Par contre, phi de x moins x0 va être très petit, va être très proche de 0. Donc il va être complètement négligeable devant f' de x0 qui lui est une constante. Donc à partir du moment où f' de x0 est différent de 0, ça va être négligeable. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ce terme-là va être négligeable par rapport à celui-là. Donc en fait, si on veut approximer de manière assez proche, on peut approximer f de x par f de x0 par f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0. Et ça en fait c'est une approximation affine de f en x0. Parce qu'en fait cette équation, c'est l'équation d'une droite. Ici j'ai une constante plus un coefficient directeur fois x moins une autre constante. f' de x0 fois moins x0. Alors ici, qu'est-ce que ça fait? C'est la droite qui en fait en x0 passe par le point A, parce que ici je vais avoir f de x0 et ça va être égal à 0. Et pour tous les autres points M, c'est la droite qui passe par ce point là et qui a comme coefficient directeur celui de la tangente. Donc en fait ça c'est l'équation de notre tangente, ce terme là. Donc ici c'est comme si j'approximais ma fonction, ma courbe f par ma tangente. Donc on voit que quand x est proche de x0, cette approximation n'est pas trop bête. C'est-à-dire ma tangente en effet elle est assez proche de ma courbe, a priori. Par contre si je suis très loin de x0, cette approximation elle peut devenir complètement absurde. Donc il suffit de se mettre assez près pour que l'approximation soit utile. Et donc on utilise très souvent cette approximation en physique, parce qu'en physique on approxime tout. Donc c'est vraiment très utile en physique. Voilà. Alors justement, maintenant on peut définir donc la fonction dérivée. On a défini donc ce qui est la dérivabilité d'une fonction à un point, x0. On peut dire que f est dérivable sur un intervalle i si elle est dérivable pour n'importe quel point de l'intervalle i. Donc si
pour n'importe quel point de notre intervalle 0, 1, f est intervalle ouvert, on va dire 0, 1, f est dérivable en ce point, alors on peut carrément dire que f est dérivable sur l'intervalle 0, 1 ouvert. On peut alors définir donc la fonction dérivée f' qui à tout point x de notre intervalle associe f' de x0. Donc là on a défini la fonction dérivée f'. Alors petite notation, en physique on utilise plutôt la notation f' de x est égal à dy sur dx. Alors pourquoi? En fait alors je vais déjà expliquer un peu d'où vient le dy sur dx comme notation. L'idée ici c'est qu'en fait en physique on aime delta, souvent ça désigne une différence en physique. On utilise souvent la lettre delta pour désigner une différence. Donc delta y divisé par delta x, ça désignerait une différence de y divisé par une différence de x. Donc ici par exemple y moins f de x0 divisé par x moins x0, bah, ça serait un delta y divisé par un delta x. Si je fais tendre donc m vers 0, alors je vais plutôt prendre la courbe avec a et b de tout à l'heure, voilà c'est là. Donc là j'ai du delta y divisé par du delta x. En fait quand delta va être très petit, en physique on va souvent le remplacer par du dy sur dx. En fait dy sur dx ça désigne un peu le delta y sur delta x, mais quand on prend des valeurs infinitésimales, vraiment très petites. Alors ça c'est pas très rigoureux comme définition, hein. En physique on l'utilise tout le temps parce qu'on s'en moque un peu de la rigueur souvent en physique. Mais il y a des définitions rigoureuses en maths qui existent, mais c'est très avancé, donc je vais pas rentrer dans le détail ici. Mais c'est possible à faire, on peut faire une vraie définition de dy sur dx, mais c'est très compliqué. Alors voilà, donc ça, c'est donc on a défini dy est égal à f' de x dx, enfin c'est une autre notation. Petite remarque, en fait, pourquoi cette notation est utile? C'est parce que souvent, y par exemple en physique, ça peut être une variable, je sais pas, ça peut être le poids d'un objet, et on peut imaginer que y peut varier suivant plein de paramètres. Ça peut varier peut-être par rapport à l'espace, ça peut varier, et on peut aussi imaginer par rapport au temps. Donc en fait ça nous permet de préciser par rapport à quelle variable on dérive notre fonction. Donc ici par exemple je pourrais dériver par rapport au temps à la place. Donc dans ce cas on ferait dy sur dt est égal à f' de t. Si on dérive par rapport à la position x, bah on regarde dy est égal à f' de x dx. Et donc en fait ça nous permet de, sans avoir des notations trop compliquées au niveau des fonctions, de préciser par rapport à quelle variable on dérive. Alors ça c'était pour la physique. Alors petit théorème, mais théorème très important. Si f est dérivable sur un intervalle i, alors f est continu sur i. Alors ça c'est super utile, parce que ça veut dire que si on définit une fonction par une dérivée quelconque, ou qu'on sait qu'une fonction est dérivable de manière plus générale, et ben on sait qu'elle est continue. Et ça c'est super pratique parce qu'on aime bien les fonctions continues. Donc, petite démonstration. Soit x0 appartenant à i, f est dérivable en x0, on va montrer donc l'implication. La réciproque est fausse hein, par ailleurs. Il suffit de prendre la fonction valeur absolue qui, à droite, f de x0 plus h, enfin, limite lorsque h tend vers 0 à droite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h, ça vaut 1, et à gauche, ça vaut moins 1. Donc on a deux coefficients directeurs, 1 et moins 1, et donc on n'a pas de limite lorsque h tend vers 0, parce que ça pourrait être soit 1, soit moins 1. Alors, ici donc on va utiliser le développement limité en ordre 1, c'était la définition 2 de tout à l'heure. Donc f de x0 plus h, ça vaut f de x0 plus tous les termes qui sont là. Or, on remplace ça par le x0 plus h, on le remplace ça par x. Donc on va f de x est égal à f de x0 plus x moins x0, f' de x0, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque x tend vers x0? Ben, f de x moins x0, ça tend vers 0, x moins x0, ça tend vers 0. Donc ce terme-là va tendre vers 0. F' de x0, ça va être une constante, x moins x0, ça tend vers 0, donc ce terme-là va tendre vers 0.
Donc f de x, lorsque x tend vers x0, va tendre vers f de x0. Oula. Donc on a bien ça, et donc f est continu à x0. Donc ce raisonnement est valable pour tout x0 de i, parce qu'au début on a pris x0 appartenant à i quelconque, donc on a déduit que f est continu sur i. Donc la réciproque est fausse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il suffit de prendre la valeur absolue. Alors, petite remarque, une fonction peut être continue et peut ne pas être dérivable. Alors, je crois qu'un bon exemple de telle fonction, c'est la fonction x fois sinus 1 sur x. Si je dérive x fois sinus 1 sur x, j'obtiens quelque chose. Donc la fonction x fois sinus 1 sur x, alors ici c'est pas celle qui est tracée. Là, celle qui est tracée c'est x carré fois sinus 1 sur x. Mais en 0 c'est assez proche ce qui se passe. Pas exactement pareil mais assez proche. X fois sinus 1 sur x, bah, ça va osciller de plus en ça va osciller, ça va continuer en fait à osciller et de plus en plus vite près de 0. Donc en fait ça va énormément osciller. Mais par contre ça va quand même être continu en 0 parce que le x fait que l'enveloppe elle va tendre vers 0. Donc on a une enveloppe qui tend vers 0. Donc la fonction est bien continue. Mais en fait en réalité la tangente elle continue à osciller. Et ce de plus en plus vite presque. Donc en fait notre fonction x fois sinus 1 sur x, elle ne va pas être dérivable. Mais par contre elle va être continue. Alors c'est pas l'exemple qui donnait là, c'est ce que je viens de dire ne correspond pas au texte qui est là. Ça c'était une autre fonction. Donc on a des cas plus subtils que celui de la valeur absolue. On a aussi des cas comme ça avec des choses qui oscillent, qui posent des problèmes pour la dérivée. Donc c'est la réciproque, disons, essayer de faire tous les cas de fonctions continues qui ne sont pas dérivables, c'est plus compliqué que juste les cas valeur absolue ou des choses comme ça. Alors, oui, bon, je vais passer à la suite. Oui, alors ça c'est un théorème très très important. Soit f est une fonction dérivable sur i. Alors f est constante sur i si et seulement si f' est égal à 0 sur i. Donc f' est égal à 0 sur i, ça veut dire que pour tout x appartenant à i, f' de x est égal à 0. Donc ça veut dire que la dérivée est nulle sur tous les points de i. C'est pas juste en un seul point, c'est sur tous les points là. Et dans ce cas on peut dire que f est constante. C'est assez logique, parce que si f est constante, ça veut dire que f c'est une droite horizontale. Et si on fait le coefficient directeur d'une droite horizontale, ben, il vaut 0. Donc l'implication est directe. Dans l'autre sens, avec l'intégrale ça serait assez direct. Mais on peut faire un raisonnement par l'absurde pour montrer que c'est vrai, mais ça prend un peu plus de temps. Alors, f est croissante ou décroissante sur i, enfin respectivement décroissante sur i, si et seulement si f' est supérieur ou égal à 0 sur i. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à i, f' de x est supérieur ou égal à 0, respectivement f' de x inférieur ou égal à 0. Donc là c'est assez logique encore. Si j'ai une fonction qui est croissante, ça veut dire qu'elle augmente au fur et à mesure. Donc f de x0 plus h moins f de x0 c'est forcément positif. Donc f de x0 plus h moins f de x0 sur h c'est forcément positif. Donc même en passant à la limite, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Donc si notre fonction est croissante, alors la dérivée va forcément être positive. Et si la dérivée est positive, ben, la tangente à la courbe en chaque point, elle est toujours dirigée vers le haut. Donc si elle est dirigée vers le haut, ben, on sent que quelque part la courbe elle est obligée de monter. Voilà. Donc encore une fois on pourrait faire un raisonnement par l'absurde sinon. Mais qui est plus compliqué. Alors pour dire que f est strictement croissante, alors elle l'est sur i si et seulement si f' de 0 f' est positif sur i. Donc d'une part ça veut dire que f est croissante,
Et en plus, l'ensemble des x appartenant à i tel que f' de x égale à 0 ne contient aucun intervalle intérieur non vide. Donc ça veut dire qu'en fait c'est que une réunion de points quelque part disjoints quelque part. C'est-à-dire tous les points sur lesquels tels que f' de x est égal à 0 quelque part, ils sont tous séparés les uns des autres quelque part. On peut tous les séparer les uns des autres. Donc on voit que pour montrer que c'est strictement croissant, il suffit pas de dire que f' est strict. Quoi que si je raconte une bêtise, si f' est strictement positif, ça suffit. Il suffit de dire ça en fait. On n'est pas obligé d'avoir f' strictement positif partout. On peut avoir f' qui n'est pas strictement positif partout. Il suffit que f' est positif et que elle s'annule que sur un ensemble qui contient aucun intervalle intérieur non vide. Voilà. Donc ça c'est super utile. Donc globalement retenez pour le côté constant et croissant. Pour le côté strictement croissant c'est plus subtil. Mais retenez vraiment. L'idée c'est qu'en fait en permanence on va avoir une fonction. On voudra savoir quand est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. On va la dériver. C'est ce qu'on va utiliser dans les tableaux de variation en fait. On va la dériver, on va voir si la dérivée elle est positive ou négative, et du coup on va savoir si elle est croissante sur un intervalle ou décroissante sur un intervalle. Par exemple ici, j'ai une fonction, je la dérive, je vois que la dérivée est positive jusqu'à moins 1, de moins l'infini à moins 1, donc je sais que ma fonction est croissante sur cet intervalle. Ensuite de moins 1 à 1, je vois que la dérivée est égale à 0, donc je sais qu'elle est constante. Et ensuite de 1 à plus l'infini, je vois que la dérivée est positive, donc je sais que ma fonction est croissante. Alors ici j'avais pris cette fonction ici, et en la dérivant, x plus 1 au cube, quand on dérive ça fait 3 fois x plus 1 au carré. Ici ça fait 3 fois x moins 1 au carré. Et donc c'était bien, on tombait bien sur une dérivée positive de moins l'infini à moins 1, et une dérivée positive de 1 à plus l'infini. Alors, autre théorème extrêmement important, qu'on utilise tout le temps. En maths, en physique. En fait, c'est vraiment pour ce théorème et le théorème précédent, je dirais que les dérivés sont le plus utilisés quasiment. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, f admet un extrémum local en un point x0 intérieur à i. Enfin, si f admet un extrémum local en un point x0 intérieur à i, alors f' de x0 est égal à 0. Donc, à quoi ça ressemble ça sur la courbe? Le plus important ici, c'est vraiment de comprendre sur la courbe ce qui se passe. On pourrait repasser à une définition avec des epsilon pour montrer vraiment, pour vraiment démontrer ça. Où on peut vraiment le démontrer en prenant un bon epsilon. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginons que j'ai un extrémum local. Un extrémum local, ça veut. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un intervalle ouvert de départ, donc centré au point x0, donc ici j'ai x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, tel que sur cet intervalle, tous les points f de x sont plus petits que f de x0. Donc là, dans ce cas, je dis que dans ce cas, f de x0 est un maximum local. Alors on pourrait définir minimum local, la différence, ça serait le contraire, donc ça serait, par exemple ici c'est le cas en f de x0', pour f de x0', il existe un intervalle ouvert centré en x0', tel que pour tout x de cet intervalle, f de x est plus grand que f de x0'. Voilà, donc ici j'ai un maximum, et ici j'ai un minimum. Alors, qu'est-ce qui se passe ici par rapport à la dérivée? Donc ici on voit qu'on a une dérivée qui ici va être positive, parce que mes tangentes elles ont un angle elles sont croissantes quoi. Et ici, les tangentes vont être négatives. En fait, ce qui va se passer, c'est que ici, au niveau de mon extrémum local, si ma fonction est dérivable, donc ma tangente est définie, et ben cette tangente, elle est forcément horizontale. C'est assez logique. Je passe d'un truc qui est comme ça à un truc qui est comme ça. Donc ma tangente, elle est forcément horizontale. Parce que pour passer de là à là,
Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un saut? Non, c'est pas possible de faire un saut en l'occurrence. Donc je suis obligé d'avoir une dérivée qui est horizontale ici. Donc ici, finalement, on va voir f' de x0 qui vaut 0 et f' de x0' qui vaudra aussi 0. Donc là, on a quelque part, on comprend bien que si f est dérivable partout et que f est, admet un maximum ou un minimum local en x0 ou x0', alors on a f' de x0 qui est égal à 0. Enfin, ou x0'. Donc voilà. Alors, petite mise en garde. Si on dérive sur un intervalle qui est fermé, c'est plus compliqué. Parce que ici, par exemple, je vais montrer ici. Ici, le point d'abscisse x0 est égal à b. Ici, est-ce que c'est un maximum local? Bah oui, il est plus grand que tous les points qui sont autour. Donc, c'est bien maximum local. Mais la dérivée, elle, en fait, elle arrive en étant positive. Mais vu qu'il n'y a pas de terme à droite, elle n'a pas besoin de repasser à quelque chose de négatif de l'autre côté. Donc au final, elle peut complètement rester positive. C'est ce qui se passe ici. La dérivée, elle reste positive, strictement positive jusqu'au bout. À la fin, ça ne s'aplatit pas. Donc le fait que c'est obligé de s'aplatir, quelque part, on voit que c'est vraiment pour un intervalle ouvert. Quelque part. Si mon intervalle il est fermé, dans ce cas c'est faux. Donc ça c'est une différence qu'il faut bien faire remarquer. C'est que ça c'est un raisonnement qu'on a sur les ouverts en réalité. Et sur d'autres types d'ensembles c'est plus compliqué. Alors maintenant on va faire quelques calculs sur les deux dérivés. Alors ça c'est vraiment pratique parce qu'en fait finalement il y a plein de dérivés qu'on va calculer facilement. Alors une chose pratique, c'est que par exemple si j'ai deux fonctions v et u, la composée de v rond u, donc je définis la fonction composée v rond u, la dérivée de la fonction v rond u, donc v rond u c'est une fonction en tant que telle, hein, c'est une fonction composée, qui a x associe v de u de x, donc la dérivée de v rond u, c'est égal à u' de x fois v' de u de x. Donc c'est u' fois v' rond u. Alors, ici, remarque. Alors pour essayer de retenir ça, moi ce que je retiens c'est que celui de l'intérieur, c'est lui qui se retrouve en multiplicateur à l'extérieur et que v passe en prime. Alors moi je le retiens comme ça. Alors pour montrer ça, ici on peut utiliser cette démonstration là. Elle n'est pas très rigoureuse en réalité parce qu'il faudrait montrer que ici il faudrait séparer les cas où u de x et u de x0 sont égaux. Donc il faudrait préciser que u de x est différent de x0. Donc c'est pas parfaitement rigoureux mais ça donne l'idée de pourquoi c'est vrai. Donc comment est-ce qu'on calcule ça? On va faire v rond u de x moins v rond u de x0 divisé par x moins x0. Ça, donc ça on veut calculer ça et ensuite on veut faire passer à la limite en faisant x tend vers x0. Donc ça c'est égal à v rond u de x moins v rond u de x0 divisé par u de x moins u de x0 fois u de x moins u de x0 divisé par x moins x0. Donc j'ai multiplié en haut et en bas par la même chose. Donc j'ai le droit de le faire si c'est pas nul. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas parfaitement rigoureux. Et ici, quelque part en fait ce qui va être intéressant c'est que quand x tend vers x0, on sait que vu que u est dérivable, u est continu. Donc on sait que u de x va tendre vers u de x0. Donc quelque part ici on va réutiliser la définition de... On va faire ici un changement de variable en fait. Et on va avoir la dérivée de v qui va apparaître ici. La dérivée de v qui va apparaître ici. Donc ici j'appelle x0 u de x0 et y u de x. Donc le terme à gauche du coup c'est égal à v de y moins v de y0 divisé par y moins y0 fois u de x moins u de x0 divisé par x moins x0. Or v est dérivable en y0 et de plus lorsque x tend vers x0 u de x tend vers x0, donc on a bien y qui tend vers y0 quand x tend vers x0. Donc on a d'une part limite lorsque y tend vers 0 de ce truc c'est v' de y0, limite lorsque x tend vers x0
de ce truc là c'est u' de x0, parce que ça c'est la définition de u' de x0. Et y0 on avait dit que ça c'était u de x0. Donc si on passait à la limite, finalement on a calculé que c'était u' de x0 fois v' de y0, ce qui fait u' de x0 fois v' de u de x0. Et donc on a bien v rond u' de x0 qui est égal à u' de x0 fois v' de u de x0. Donc si vous oubliez la définition, rappelez-vous que vous pouvez diviser par u de x moins u de x0 fois u de x moins i de x0, et que ici on retombe sur la dérivée et la dérivée. Alors, petite conséquence de ça. Imaginons qu'on ait une fonction u qui est dérivable sur i, et que f est égal à racine de u. Alors, f est dérivable sur i aussi, et f' est égal à u' sur 2 racines de u. Alors, d'où est-ce qu'on sort ça? Alors, je pense qu'on pourrait le faire avec le racine carré en fait. Enfin en faisant puissance au carré. Donc moi je le ferai pas vraiment comme ça en fait, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais plutôt passer à autre chose. Alors dérivation de la bijection réciproque. Donc ça c'est hors programme, c'est pratique à connaître. Soit f une bijection dérivable dérivable d'un intervalle i sur un intervalle j. Et donc on note sa réciproque f-1. Donc f est une bijection, ça veut dire qu'elle admet une réciproque. Soit x0 appartenant à i tel que f' de x0 est différent de 0. Alors la fonction f-1 est aussi dérivable en y0 égale f de x0, et on a f-1 de y0 est égal à 1 sur f' rond f-1 de y0. Alors, je ne vais pas faire une démonstration rigoureuse, mais j'ai envie de vous expliquer un peu d'où ça vient. Comment est-ce qu'on peut le retrouver? En fait, on peut remarquer ça de manière très intelligente. C'est que f-1, c'est la réciproque de la fonction f. Donc on a f rond f-1 de x qui est égal à x. Parce que, par définition, qu'est-ce que c'est que la fonction réciproque? C'est la fonction qui, à f de x, associe x. Donc ici on a... la réciproque de la réciproque, c'est la réciproque. Donc on a aussi f rond f-1 de x. Bah, c'est à x j'associe f-1 de x. Or f c'est la réciproque de f-1. Donc si je réapplique f, et ben je réassocie x. Donc f rond f-1 de x c'est x. Ok. Donc bon. Ici, la partie que je saute, c'est de montrer que f-1 est dérivable. Donc, ok. Admettons que f-1 est dérivable. Qu'est-ce qui va se passer? On a f rond f-1 de x qui est égal à x. Du coup, je peux dériver à droite et je peux dériver à gauche. Donc du coup, on a f rond f-1 prime de x qui est égal à dérivée de la fonction qui a x associe x. Or, la fonction qui a x associe x, c'est quoi sa dérivée? C'est 1. Parce que si on fait x plus h moins x0 divisé par h, ça fait h divisé par h, ce qui fait 1. Et donc, la dérivée de la fonction qui a x associe x, c'est la fonction identité, c'est 1. Donc on a la dérivée de f rond f-1 prime, c'est égal à 1. Or f rond f-1 prime, c'est égal à quoi? D'après ce qu'on a dit ce qui précède, f rond f-1 prime, c'est égal à f-1 prime fois f prime de f-1. Je repasse ce qui est en dessous. Donc ici, j'ai f-1 prime fois f prime de f-1 qui est égal à 1. Bah, à la place, je divise. Alors encore une fois, il faudrait vérifier que ça ne s'annule pas ou des choses comme ça. Et donc dans ce cas, j'ai f-1 prime de y qui est égal à 1 sur f prime rond f-1 de y. Voilà. Donc ici, en fait, j'ai utilisé f rond f-1 est égal à x, et j'ai dérivé des deux côtés en utilisant la composée, et je retombe sur ce résultat. Donc ça permet de se rappeler du résultat, cette petite démarche. Par contre, ce n'est pas une démonstration rigoureuse, parce que nulle part j'ai démontré que f-1 est dérivable. J'ai montré que si elle est dérivable, alors sa dérivée c'est ça, mais j'ai pas montré que c'était dérivable. Alors,
quelques dérivés usuels, qu'il faut connaître ou ça peut être utile de connaître leur démonstration. Je ne vais pas rentrer dans les démonstrations ici. Donc si une fonction est une constante, c'est-à-dire à tout x j'associe f de x est égal à k, la dérivée c'est 0. Pourquoi? C'est une droite horizontale. Le coefficient directeur de la tangente d'une droite horizontale, c'est le coefficient directeur d'une droite horizontale aussi, ce qui fait 0. Si f de x est égal à x, c'est la fonction identité dont je parlais avant. C'est la fonction y est égal à x. Donc f de x est égal à x. Dans ce cas, le coefficient directeur c'est 1. À chaque fois que j'avance de 1, j'augmente de 1. Ok. Si j'ai une droite, plus généralement si j'ai une droite, donc f de x est égal à x plus b, le coefficient directeur de quelque chose comme ça, c'est le coefficient directeur de la fonction constante. Enfin, c'est la dérivée de la fonction constante plus la dérivée de cette fonction-là, parce qu'on a le droit d'additionner les dérivés. Donc ça va être 0 plus a en fait. Donc ça va être f' de x, ça va être a. Pour x puissance n, alors ça c'est très très intéressant et vous l'utiliserez tout le temps. C'est la dérivée, donc ça c'est très utile pour les polynômes. Dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. Ça c'est super utile. Dérivée de racine de x, on l'utilise un peu en terminale, mais c'est plus un cas scolaire qu'autre chose. C'est 1 sur 2 racine de x. Alors comment est-ce qu'on pourrait le montrer? C'est en faisant le produit, c'est-à-dire racine de x fois racine de x. On verra que c'est égal à x. Et on verra après que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Voilà. Alors si je l'ai sauté, je vais revenir dessus. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Alors vous pouvez remarquer qu'en fait là, c'est la même chose. C'est juste un cas particulier du x puissance n. Si je prends n qui est égal à moins 1, 1 sur x c'est x puissance moins 1, la dérivée du coup de f', c'est moins 1 fois x puissance n moins 1, c'est-à-dire c'est moins 1 fois x puissance moins 1 moins 1, c'est-à-dire moins 1 fois x puissance moins 2, ce qui fait bien moins 1 sur x au carré. Donc vraiment, retenez le x puissance n, c'est lui la forme générale. Même mieux que ça, x puissance n, imaginez que n appartient carrément à R. Donc imaginez que n n'est même pas un entier. Donc qu'est-ce qui se passe si n est égal à 0,5? X puissance 0,5, je dérive, ça fait 0,5 fois x puissance 0,5 moins 1, donc ça fait 0,5 fois x puissance moins 1 demi, ce qui fait 1 demi fois x puissance moins 1 demi, tac, on retombe sur 1 sur 2 racine de x. Donc en fait, la formule f de x est égale à x puissance n, ici on pourrait même remplacer par n appartenant à z. En fait c'est vraiment la formule la plus générale là entre le 1 sur x, le ai, et le x puissance n, et ainsi de suite. Donc retenez vraiment le x puissance n, et ça marche même pour les racines en réalité, hein. C'est pas limité à n appartient à z. Voilà. Autre remarque intéressante, c'est pour tout ce qui est cosinus et sinus, ça c'est vraiment important, en physique notamment. Donc si f de x c'est cosinus x, la dérivée de cos c'est moins sin, et la dérivée de sin c'est cos. Donc ça c'est un peu à retenir par cœur. La démonstration en fait utiliserait les identités remarquables, c'est-à-dire les identités sinus de a plus b c'est cos a cos b plus sinus a sinus b, et cos de a moins b c'est cos a cos b plus sinus a sinus b. Alors on ferait les démonstrations avec ça. Donc le b ça serait un h et on ferait la démonstration. Mais donc à retenir, cosinus x la dérivée c'est moins sinus x, sinus x la dérivée c'est cosinus x, et cosinus oméga t plus phi, souvent en physique on a tout le temps cette notation. Là ici j'ai la pulsation, le temps, et ici j'ai le déphasage. Donc cosinus de oméga t plus phi, c'est moins oméga sinus oméga t plus phi. Remarquez qu'en fait là c'est une composée de fonctions. En fait j'ai la fonction qui a x associe qui a t associe oméga t plus phi, et j'ai la fonction cosinus. Donc en fait c'est juste, là c'est plus que des composés de fonctions. Mais c'est quand même bon à retenir, c'est que là j'ai du coup j'ai du moins, le cos oméga t ça devient de moins cos oméga t, et le sin oméga t ça devient du oméga cos oméga t. Voilà. Pour les tangentes, c'est plus compliqué, plus subtil de faire le calcul, et on l'utilise moins souvent quand même. Alors voilà, maintenant ça parle des opérations sur les dérivés.
Alors, si la dérivée de l'addition, si j'ai deux fonctions u et v, la dérivée de u plus v c'est u' plus v'. Si k est une constante, la dérivée de k fois u c'est k fois u'. Donc c'est un peu comme les fonctions continues, hein, c'est pour les débuts. Enfin, mais la dérivée de uv c'est u'v plus uv'. Alors ça c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est faut vraiment le retenir celle-là. La dérivée de uv c'est u'v plus uv'. C'est peut-être pas si intuitif, donc je vais jeter un coup d'œil s'il y a de la démonstration. La dérivée de 1 sur v, donc c'est la dérivée de v puissance moins 1, donc c'est moins 1 fois v puissance moins 2. Non, je raconte une bêtise, non, je raconte des bêtises. Là c'est autre chose. L'autre c'était pour du x puissance n, là je parle d'une fonction, donc c'est pas du tout la même chose. Donc dérivée de 1 sur v c'est moins v' sur v2. Alors formule plus générale, moi c'est celle-là que j'aime bien retenir. C'est dérivée de u sur v c'est u'v moins uv' sur v2. Alors si u est la fonction qui a x associe 1, cas particulier, bah dans ce cas u' vaut 0, donc ça vaut 0, u ça vaut 1, donc ça fait moins v' sur v2, on retombe sur l'équation d'avant. Donc vraiment René, u sur v c'est u'v moins uv' sur v2. Alors bon, on pourrait aussi conclure celle-là à partir du 1 sur v et du u fois v. Bon. Dérivée de u puissance n, très important aussi celle-là, c'est n fois u' fois u puissance n moins 1. Petite remarque, je crois que ça marche aussi même si z est même si n n'appartient pas à z mais à r carrément, je pense que ça marche aussi. Voilà. Racine de u, donc c'est un cas particulier du cas précédent, hein, c'est ce que je disais avec u puissance 1,5. Donc ça fait 1,5 fois u' fois u puissance 1,5 moins 1, donc u puissance moins 1,5. Donc u puissance moins 1,5 c'est 1 sur racine de u. Donc ça me fait du u' fois 1,5 fois 1 sur racine de u, c'est bien u' sur 2 racine de u. Donc oui, petite remarque, je confirme, ici n peut carrément appartenir à r en pratique. Donc la démonstration se fait. Et v rond u, c'est ce qu'on avait démontré tout à l'heure, c'est égal à u' fois, donc ici c'est un fois v' rond u. Alors je vais essayer de voir s'il y a la démonstration pour le produit, parce que ça c'est un des cas les plus intéressants. Alors, voyons s'il y a le produit, j'ai dû le manquer quelque part. Donc ça c'était pour la composer. Ah, ils l'ont mis en exercice en fait. Ok. Donc une bonne démonstration, et en fait les démonstrations les plus rigoureuses c'est celles qui plutôt utilisent le développement limité, parce que ce qui est pratique avec le développement limité c'est qu'on n'a pas besoin de diviser, et donc on risque pas de diviser par quelque chose qui vaut 0. Et donc ici ben, u de x0 plus h fois v de x0 plus h c'est égal à, ici on fait, donc on utilise le développement limité pour le premier, et on multiplie, donc ça c'est ce qu'on a ici, et on multiplie par le développement limité du deuxième, c'est ce qu'on a ici. On fait le gros calcul, donc on développe, et à la fin en fait on va obtenir u de x0 plus v de x0 plus, alors c'est ce qu'on obtient là, donc c'est uv de x0 plus u' de x0 fois v plus u de x0 fois v' de x0 fois h plus h fois un gros truc qui est négligeable qui tend vers 0. Donc c'est comme ça qu'on montre que la dérivée de u fois v c'est u'v plus uv'. Donc c'est vraiment en utilisant le développement limité, ça se fait assez bien. Bon, faut calculer un peu. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce cours parce qu'après c'est un peu hors programme. Et donc j'espère que ça vous a plu. Et donc ensuite on va parler d'autres choses. Je sais plus si c'est fonction exponentielle ou équation différentielle ensuite, ou intégrale, un de ces trois. Et donc je vous attends dans mon prochain cours qui sera aussi disponible donc sur leornian.net. Donc inscrivez-vous sur leornian.net, c'est gratuit. Je n'utilise pas vos informations, je suis sympa, je fais rien de spécial avec. Donc c'est juste, moi ça me fait un peu du trafic sur mon site web. Donc inscrivez-vous sur leornian.net, c'est vraiment pratique pour moi. Donc à bientôt, salut.